Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et je suis ravie et honorée d'accueillir sur scène Françoise Adam. Françoise Adam que je vais vous présenter brièvement. Là, vous pouvez venir à côté de moi juste le temps que je vous présente. Donc, vous avez en face de vous la directrice de Christie's, une prestigieuse maison de vente aux enchères internationale à Genève. Ça fait 4 ans que vous êtes à ce poste. Mais votre amour de l'art date de bien plus longtemps, des grandes collections également. Néanmoins, vous avez d'abord eu un parcours plutôt commercial, financier. Vous avez effectué un master en administration des affaires à HEC Saint-Gall, à l'époque où il y avait seulement 16% de femmes dans cette filière. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant, mais un petit peu. Bon. Ensuite, Françoise travaille dans la banque d'affaires à Zurich, pour la SBS, puis dans le marketing chez Naville Press. Et c'est alors qu'elle décroche la possibilité de suivre un séminaire d'histoire de l'art à Londres. C'est un parcours un peu particulier, justement donné par Christie's. Vous avez alors 29 ans. Et puis alors là commence une vie plutôt agréable pour vous. Études le matin, musée l'après-midi. Elle obtient ainsi un diplôme en art et art décoratif. Et de là naît la suite de votre carrière. Vous travaillez ensuite pour Christie Genève, puis Paris. Vous aimez l'émulation des salles de marché, des ventes aux enchères. Vous avez géré également la collection d'art de la Fondation Safra. Alors, qui est Françoise Adam? C'est ce qu'on va voir avec vous. Je vous dis déjà qu'elle parle couramment français, allemand et anglais. Et on va se demander si c'est d'abord une femme d'affaires ou une amoureuse de l'art. Françoise Adam, j'ai pu lire que quand vous étiez enfant, vous vouliez être fleuriste. Quel est le lien entre votre rêve d'enfant, fleuriste, et puis maintenant directrice d'une maison de vente aux enchères? Bonsoir Esther, merci beaucoup. Évidemment, la question un peu tricky. Je ne me souvenais pas toujours que j'ai voulu être fleuriste, j'ai dû l'oublier pendant de nombreuses années. Je pense que le lien qui est un peu, ou qui m'avait passionnée à l'époque, c'était déjà ce côté esthétique, c'était la diversité des couleurs, le fait qu'il y ait un objet qui a une durée de vie ou pas, ou qui se renouvelle, qui intéresse certains et qui plaît à d'autres, qui est le côté odorat. Enfin voilà, tout ce que je retrouve un peu dans le marché de l'art, et j'ai toujours des fleurs dans mon bureau, et j'ai des fleurs à la maison qui complètent les tableaux et que vous retrouvez dans les tableaux si vous en avez. Donc voilà, c'est peut-être ça. Vous avez vendu, ça c'est une des choses que vous racontez souvent dans le cadre des ventes aux enchères, les bijoux, les bracelets en diamant de la reine Marie-Antoinette. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors Marie-Antoinette, c'était assez au début de mon retour chez Christie's. Donc comme vous l'avez dit, j'y étais, je suis partie, je suis revenue. C'était extraordinaire parce que vous vous retrouvez avec un objet historique. Les pierres en elles-mêmes n'étaient pas très intéressantes, mais comme Christie's à Genève vend des bijoux et des montres magnificent et des montres très importantes, 2 fois par année, les pièces historiques se retrouvent à Genève. C'est là où les acheteurs viennent les chercher. Donc vous pouviez les prendre, vous pouviez les toucher, vous pouviez les essayer. Donc n'importe qui d'entre vous peut faire ça chez Christie's et il ne faut pas hésiter à venir parce que c'est normalement pas les Genevois ou les Suisses romands qui sont les acheteurs de ces pièces-là, mais plutôt des collectionneurs mondiaux. Donc c'est extraordinaire de pouvoir être en contact et avant que ça reparte dans une collection ou chez quelqu'un ou dans un musée, de pouvoir le prendre dans la main et vous photographier si vous voulez, par exemple, avec les bracelets de Marie-Antoinette. Non, c'est un moment extraordinaire. Est-ce qu'on peut tout vendre ? Ou est-ce que ces bijoux, finalement, ne devraient pas se retrouver dans un musée accessible au public plutôt que chez un collectionneur ? Les deux, il faut de tout. Les musées, ils ont déjà beaucoup, enfin les gros musées ont beaucoup d'objets, il y a beaucoup de choses dans les réserves, parce qu'on va parler de bijoux plus loin, comme ça. Ouais. On va parler de bijoux, mais on va parler aussi de tableaux, on va parler de plein d'objets différents. Tout ne peut pas être montré, donc il faut un mélange entre chez vous et vous m'invitez à dîner et il y a des objets incroyables et on peut les voir. C'est peut-être pas le public qui prend un billet, mais il y a tout un tas de personnes qui vont pouvoir les voir et ensuite des choses exposées publiquement. Les musées souvent n'ont pas les budgets ou la réactivité ou la possible réactivité pour acquérir des objets aussi exceptionnels que cela. Et beaucoup de collectionneurs font des donations aussi, c'est-à-dire qu'ils achètent pour ensuite redonner au musée. Vous dites que vous êtes passionné d'art du XXe et du XXIe siècle, je vais y arriver. Quel est votre peintre ? Qui est votre peintre préféré ? En fait, ils évoluent.
J'ai réfléchi à cette question. Une semaine, ça va être l'un, la semaine d'après, ça va être l'autre. Ça va être l'objet, en fait. Finalement, ça va être la couleur. On revient peut-être à l'histoire des fleurs. La couleur, il y a quelque chose qui va vous parler parce que vous êtes d'une certaine humeur un jour. Les émotions ressortent à travers les tableaux. Et ce soir, alors, ce soir. Ce soir, c'était le Max Ernst qui était à Londres, que j'ai vu en vrai, parce qu'évidemment, de les voir en vrai et pas à plat dans un catalogue ou sur une photo sur Internet, c'est pas pareil. Le Ernst incroyable qui était vendu à Londres la semaine dernière, qui était absolument magnifique. Comment vous œuvrez pour l'égalité sur votre lieu de travail ? Alors, Christie's est assez en avance, en fait, en tant qu'un des leaders du marché de l'art, a mis en place des politiques déjà très poussées, notamment, et pas que pour les femmes, mais aussi pour égalité, donc hommes, femmes, couleurs, chances, possibilités d'accès en fonction d'études ou pas d'études, donc tout un programme EDI, comme ça s'appelle. Genève, depuis le début, a été un des piliers de ce programme. Donc là aussi, on est très présent. On a un bureau de 35 personnes, mais dans ces 35 personnes, tout le monde est très impliqué et chacun de mes collaborateurs a un objectif EDI dans ses objectifs de fin d'année, où ils en ont entre 6 et 8 peut-être. Donc, ça peut être quoi comme objectif ? Un exemple concret ? D'être conscient quand il y a des comportements qui se passent autour de vous, qui ne sont pas justes, et au lieu de ne rien dire, d'en parler, de les signaler, d'accompagner, l'égalité des chances, par exemple, de ne pas faire de sélection, justement tous ces préjugés qu'on peut avoir et qui changent votre comportement, d'en être conscient. Et cette prise de conscience vous amène, en fait, avec le temps, à réellement un changement de comportement. Et je le vois dans l'équipe. Et quelque chose qui, au début, tout le monde disait on n'a pas envie d'aller au programme EDI, ça ne nous intéresse pas, on a beaucoup de travail, qu'est-ce qu'on doit faire ça en plus ? C'est devenu normal. Et on est en train de travailler pour cette année, et mes collaborateurs, surtout le département bijoux, a décidé, il y a une dizaine de personnes aux bijoux, une dizaine aux montres, une dizaine administratifs, et puis ensuite c'est le business development qui cherche les autres objets. Les bijoux ont décidé de monter un programme pour les malvoyants. Avant les ventes au Berg, on va montrer les objets, que vous pouvez venir également toucher et essayer, pour faire venir les malvoyants un matin avant l'ouverture au public et aux marchands, pour, avec les spécialistes, pouvoir toucher les pierres et les bijoux, et que le spécialiste leur explique, par exemple, la vibration des pierres, et ils peuvent sentir ça, en fait. Bon, donc, moi j'ai envie d'aller sentir la vibration des pierres, je ne sais pas vous, mais essayez pour la photo, et avec le bandeau pour... Très bien, on est arrivé au terme de ces premières 5 minutes. C'est à vous maintenant de poser les questions que vous souhaitez poser à Françoise Adam. Est-ce que le marché de l'art est un secteur qui peut contribuer à rendre le monde meilleur, ou c'est juste un plaisir réservé aux gens fortunés ? Alors, réservé aux gens fortunés, je ne pense pas. Parce qu'on ne dit pas Christie's, on dit le marché de l'art. Le marché de l'art, il est pour tout le monde, absolument. Et ça se voit par la diversité d'artistes qu'il y a, de créations qu'il y a. Ils s'adressent, ils réagissent à quelque chose, ils réagissent à la beauté, ils réagissent à une opinion, ils réagissent à quelque chose qui ne leur a pas plu, et ils vont produire. À aucun moment, ils se disent, on va produire ça que pour des gens très, très fortunés. Donc, là, il y a beaucoup d'artistes qui, dans leur production, ne réfléchissent même pas à comment est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leur objet. Donc, je ne pense pas. Je pense que ça rend le meilleur parce qu'on peut exprimer quelque chose. Ça me fait penser à l'art brut qui est très présent à Lausanne. C'est des gens qui ont voulu exprimer des choses quand ils n'étaient pas bien, et l'art leur a permis de se sentir bien à ce moment-là. Oui, mais dès le moment où il s'est vendu dans des ventes aux enchères, c'est que ça a un certain prix quand même. Oui, mais est-ce que c'est un problème ? Ça veut dire que quelqu'un a jugé que cette œuvre-là était esthétiquement intéressante et souhaitait la voir, et qu'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient dans ce cas-là. Et tant mieux pour l'artiste. Alors, à côté de Christie's, je crois que vous faites pas mal de sport, du ski, du golf. Vous êtes également conseillère communale à Podès. Comment vous faites pour décrocher, en fait? Vous faites tellement de choses en même temps. Oui, je pense qu'on est, mais tous au bureau, on est des pieuvres. On a plein de bras différents. On passe de l'un à l'autre, on ne se souvient même pas ce qu'a fait le premier bras. Non, alors j'ai toujours été en plein air. J'aime être à l'extérieur, j'aime bouger, j'ai besoin de bouger. Je vais systématiquement sortir à un moment donné dans la journée, même si j'ai beaucoup de réunions, pour 10 minutes, juste prendre un peu d'air frais. J'encourage d'ailleurs tout le monde à le faire aussi au bureau, de sortir. J'ai des collaborateurs qui, sur un coup, restent assis et travaillent.
Je pense que c'est primordial, mais voilà, moi j'ai besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de la musique peut-être, mais... Vous parlez très bien l'allemand. C'est dû à quoi? Ma mère est allemande. C'était ma langue maternelle à la maison. J'ai grandi à Lausanne, mais c'était ma langue maternelle. Ça m'a permis d'aller à Saint-Gall, en fait. Peut-être que je n'aurais pas été sinon, mais c'était tellement évident vu que je le parlais et je ne m'étais pas posé beaucoup de questions. Et voilà. Et donc, c'est formidable. Je pense que tout mon parcours, c'est un peu des moments comme ça. Sur un coup, j'ai saisi l'opportunité, ça s'est fait, sans se poser toujours trop de questions. À l'instant? Oui, à l'instant. Je l'ai fait, puis après je me suis dit, ah oui, peut-être, bon, ok, maintenant il faut y aller. Et puis j'ai avancé et une nouvelle opportunité s'est présentée. Il n'y avait peut-être pas un plan en partant à Saint-Gall de finir chez Christie's, même certainement pas. Le thème de la soirée, c'est accélérer la mise en œuvre de l'égalité. On sent actuellement que le contexte n'est pas très propice, hein. On voit ce qui se passe aux États-Unis, une administration américaine qui ne veut plus entendre parler d'inclusion ni d'égalité. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que vous percevez peut-être dans votre domaine, de retour en arrière? Vous êtes pas mal en contact avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque de backlash, en fait, aujourd'hui? Alors, il y a toujours un risque de backlash. Dans mon domaine et chez Christie's, je pense qu'il est assez modéré parce qu'on a mis en place un mécanisme et en route une machine, déjà par les artistes, par l'art qui est créé. Les artistes réagissent à quelque chose, réagissent à des contraintes politiques, à des situations. Donc déjà, par leur création, ce qui vient sur le marché est déjà orienté, en fait. De plus, dans la maison, on a ce programme EDI, on a des programmes pour des artistes défavorisés, mais ça peut être des femmes s'il n'y a aucune femme. L'histoire de l'art, historiquement, a été écrite par des hommes, a toujours mis un accent sur la production masculine. Il y a quelques femmes qu'on connaît, dont on connaît le nom, qui ont réussi à être distribuées. Je pense que c'est presque un problème de distribution dans le moment clé et qui sont connues. Il y en a beaucoup qui ont fait des choses incroyables et qu'on a considérées comme housewives. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore plus difficile pour une artiste femme, je pense que ça dépend une où peintre vous êtes. femme, d'être financée ou d'arriver dans un musée ou... Alors, je ne suis pas artiste, c'est peut-être plus difficile pour moi de le dire. Si vous tombez, ça dépend des régions et probablement du domaine. Si vous faites des arts très classiques et que c'est un auditoire que d'hommes plus âgés qui ont toujours choisi les objets qu'ils connaissaient, probablement qu'il y a une sélection. Mais c'est ces préjugés ou ces biais, même pas conscients en fait. C'est pas voulu. Mais c'est vrai que Christie's, par exemple, quand il y a des ventes, les ventes à New York, font une sélection spéciale des artistes, women voices, female voices, d'œuvres faites par des femmes qui sont intéressantes pour attirer l'attention. Et c'est vraiment quelque chose c'est impossible que ça s'arrête à mon avis. Et deuxième point, c'est que les employés chez Christie's sont jeunes. Moi, je suis une vieille. Ils ont en moyenne âge 35 ans. À 35 ans, vous n'avez pas les mêmes interrogations ou les mêmes considérations qu'à mon âge. Et donc, il y a un goût qui est plus large. Ça évolue. Ça évolue. Il y a des choses que, pour eux, c'est impensable de revenir en arrière et de dire non, la femme, on ne va pas l'exposer parce qu'on ne veut pas d'œuvre d'une femme. C'est inimaginable. Non, mais ça, personne ne se le disait, mais le biais était là. Non, le biais était là. Mais ils n'ont plus ce biais. Très bien. Merci beaucoup, Françoise Adam. Merci beaucoup, Esther.